Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. L'affaire que nous allons vous raconter aujourd'hui a marqué le Paris des années 80. D'abord à Montmartre et Pigalle, puis dans toute la capitale, des vieilles dames sont assassinées chez elles pour quelques francs. Pendant plusieurs années, le 36 quai des Orfèvres est tenu en échec, puis l'enquête finit par aboutir. Sont alors démasqués Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin, un improbable duo criminel qui naviguait dans le monde de la nuit. Vous écoutez l'affaire Thierry Paulin, première partie. Le 18e arrondissement a toujours été un quartier très pittoresque. Olivia Kligman, avocate de la partie civile. Un quartier qui a du charme, où on aime se promener, très vivant, mais qui a un petit peu de visage. Il y a le coin touristique de Montmartre, il y a le Sacré-Cœur, il y a tout cela. Michèle Arnold, avocate de la défense. Et puis il y a aussi cette vie nocturne, Pigalle, et les trafics. C'est vrai qu'il y a une population cosmopolite et une population très populaire. Dominique Verdaillan, chroniqueur judiciaire. Il y a aussi beaucoup de drogue, de dealers, donc il y a une insécurité. Le 5 octobre, je suis de permanence à la crime. Bernard Laitier, commissaire de police. C'est un vendredi et j'ai une mère âgée qui habite pas très loin de la crime. J'ai décidé d'aller dîner chez elle. Alors que je regagne mon domicile, appel de l'état-major de l'APJ pour me signaler la découverte du corps d'une personne âgée à son domicile. On me demande de me transporter sur le champ, 10 rue Saulnier. C'est la concierge qui donne l'alerte. On découvre une femme dans son appartement, morte et tuée d'une façon très violente. L'appartement est saccagé et surtout, elle est dans un état catastrophique. La victime est une femme âgée, veuve, Madame Anne Pontus, veuve Barbier. C'est une femme qui doit avoir autour de 80 ans, qui vit seule dans son appartement. Elle a les chevilles entravées par un foulard, ainsi que les poignets dans le dos. Elle a une boucle d'oreille arrachée, elle a un œil au beurre noir, donc elle a subi des violences. Manifestement, on a dû la torturer pour obtenir des renseignements. Les policiers remarquent qu'il n'y a pas d'effraction, donc ça laisse supposer qu'elle est rentrée en même temps que ses agresseurs, ou plus exactement que ses agresseurs sont rentrés en même temps qu'elle. On voit manifestement que cette personne rentrait de faire ses courses. Elle a vraisemblablement été suivie dans la rue jusqu'à chez elle. On a l'impression qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. L'appartement est retourné. Les armoires ont été vidées, tout est sans dessus-dessous. Vous avez une superbe trace palmaire sur une glace murale à l'entrée de la chambre. Alors manifestement, on pense qu'une personne a perdu l'équilibre en cheminant sur le bazar qui est sur le sol et qu'elle s'est appuyée sur le mur. On est loin de se douter, en ce 5 octobre 1984, de la suite des événements. On s'aperçoit le lendemain qu'il y a une autre affaire qui s'est déroulée dans la même journée sur une personne âgée également. Elle a été agressée à son domicile, a priori dans des circonstances qui ressemblent beaucoup à Madame Pontus, sauf qu'elle n'est pas morte. La chance a voulu que des amis de cette dame lui rendaient visite cet après-midi-là. Et donc ils l'ont découverte sous un amas de matelas et elle était vivante. Ce 5 octobre, on a priori 2 agressions qui semblent être le fait d'auteurs similaires. Ensuite, il va y en avoir une autre, le 7, puis une 8, puis une 9. Une première victime, une deuxième victime, une troisième victime, et puis finalement 9 victimes en un mois.
C'est ici, au 6 de la rue Armand-Montgautier, que j'habite depuis 1939. Et là, le 7, c'est là où était assassinée Madame Laurent, tuée par le tueur du 18e. Son corps a été aperçu par un ouvrier qui travaillait sur le toit et qui voyait le corps de Madame Laurent par une lucarne. Et il a prévenu la police, évidemment. D'après le médecin légiste, la mort remonte à samedi. Madame Laurent, 82 ans, est morte dans les mêmes circonstances que les autres, ligotée, torturée, frappée à coups de poignard pour lui voler ses économies. Ma mère, elle l'avait eue comme cliente. Elle était gentille comme tout. Je suis mis à la place de cette pauvre femme, quoi. Elle a dû souffrir. Le mode opératoire est toujours le même. Tous ces crimes se déroulent dans le 18e arrondissement. En pleine journée, la personne rentre de ses courses, elle porte encore leurs vêtements de sortie, leur manteau, leur imperméable, etc. Elles sont ligotées, elles sont bâillonnées, elles sont frappées. Très souvent, elles vont être recouvertes d'oreillers, de matelas, pour comme essayer de dissimuler le crime. Et l'appartement est littéralement mis à sac. Les victimes avaient toutes, je dirais, entre 70, 75 et 90 ans. Elles étaient toutes solitaires, fragiles. Beaucoup de ces personnes n'avaient pas de famille. Beaucoup avaient de la famille qui les avait abandonnées. Ce sont souvent des personnes qui vivent seules. Alain Léautier, ancien journaliste à Libération. Des femmes, évidemment, des grands-mères, des personnes relativement faibles physiquement, en situation relativement précaire, plutôt des personnes modestes. En gros, les victimes les plus faciles pour un criminel ou des criminels cyniques et sans le moindre état d'âme. Concernant ma cliente, Suzanne Foucault, c'est une vieille dame qui s'est tuée au travail et à la tâche pendant toute sa vie, qui n'a jamais eu de vacances, jamais, qui vivait dans le dénuement le plus complet. Il y a eu un départ d'incendie dans son petit appartement puisque on l'a torturée en lui brûlant les pieds, les poignets. Ils avaient retiré les bottines de cette vieille dame pour mieux la brûler. Et je pense que ça a dû être la torture. Le visage était brûlé, la combinaison était brûlée. Enfin, c'était très marquant. Pour Madame Benaïm, alors c'est encore pire. Imaginez les souffrances. On lui a fait avaler du Destop. C'est un produit pour déboucher les éviers, c'est la soupe caustique. Imaginez les douleurs qu'elle a dû endurer en avalant du Destop, de la soupe caustique. Systématiquement, à chaque fois, tout ce qui peut être valeur disparaît. Donc, on comprend bien que ce sont des personnes qui recherchent de l'argent et pour lesquelles, manifestement, la vie humaine n'a pas d'intérêt, en fait. Ils se font des petites vieilles, si vous me permettez l'expression, comme d'autres se font des banques. On se rend compte que les personnes âgées conservent encore, à cette époque-là, des bas de laine, conservent encore, comme l'une de ces dames dans sa gaine, des bons du trésor. Parfois, les sommes sont absolument dérisoires. Parfois, il n'y a quasiment rien. Il y a eu des 50 francs, des 200 francs, des 300 francs. Mais je pense qu'ils savaient très bien que c'était simple, que c'était facile, que ça prenait pas beaucoup de temps, et voilà. Donc on est dans le vol, on est dans l'assassinat, mais on est dans un assassinat absolument odieux. C'est d'une sauvagerie inouïe. En l'espace de 5 semaines, 8 femmes âgées de 77 à 89 ans ont perdu la vie dans de terribles circonstances. Pour les enquêteurs, pas de doute, ils sont face à un tueur en série. Et compte tenu de la fréquence des crimes, il faut agir vite.
Le 18e arrondissement, c'est un ressort dans lequel il y a beaucoup de stupes. Ce qui nous fait penser, dans un premier temps, est-ce le fait d'un toxicomane qui recherche de l'argent liquide pour acquérir ces stupes? On fait des descentes dans 4 hôtels du 18e, connus pour héberger des toxicomanes, etc. Rien. On décide de comparer nos traces papillaires avec toutes les empreintes des individus interpellés à Paris et présentés au dépôt. Négatif. Rien ne sort. Les policiers ont le profil des agresseurs. Les agresseurs, l'agresseur, on ne sait pas à ce moment-là s'il y en a un ou s'il y en a deux. Ce sont probablement des consommateurs, si ce n'est des trafiquants de drogue, mais à part ça, on n'en sait pas plus. Donc on cherche tout azimut. Et c'est sûr que la presse se déchaîne, c'est à celui qui a le premier élément, le premier, etc. Les policiers sont venus pour savoir si j'avais aperçu ou vu quelque chose. Maurice Ampy, voisin d'une victime. Si j'avais vu quelqu'un accompagner cette dame-là, j'étais obligé de répondre par la négative. La police fait ce qu'elle peut sur le terrain. Le quartier est effectivement quadrillé, mais on ne les retrouve pas, absolument pas. Ces personnes réussissent, si je puis dire, au vu et au su de chacun, d'une population urbaine absente en journée, à s'éclipser des immeubles, à ne pas attirer l'attention. On ne les remarque pas. On ne les remarque pas. Le seul témoignage que l'on aura, c'est sur l'homicide de Madame Saïkarisco, 60 boulevard de Clichy. Dans l'enquête de voisinage, 3 gamins, 7, 8 et 9 ans, nous diront qu'ils ont vu 2 individus noirs. On a enregistré, on a noté, mais comment prendre en considération des déclarations de gamins de 6, 7, 8 et 9 ans? On a très peu de pistes. On ne sait pas qui est l'homme ou les hommes qui commettent ces crimes. Donc il y a une psychose qui s'installe à Paris et plus particulièrement dans le 18e arrondissement à la fin de l'année 1984. La population est absolument, mais dans une angoisse terrible. Beaucoup de personnes vont faire en sorte même de rendre plus visite à leurs parents, de faire en sorte de prendre peut-être davantage encore de leurs nouvelles. Les vieilles dames sortaient plus de chez elles avaient peur, elles se demandaient si elles n'allaient pas être les prochaines. Donc c'était épouvantable. Il y en a qui ont peur. Ils ont peur à un tel point qu'ils n'osent même plus bouger ni sortir. Ils ont rien à venir. Il y a le manche à balai qui les attend, puis autre chose aussi. Moi, je me laissais pas faire. Les petites vieilles avaient la trouille. Moi, je sais que ma mère, elle était un petit peu affolée, quoi. Elle avait peur. Elle surveillait tout le temps si quelqu'un ne la suivait pas quand elle rentrait dans la porte. Il y a une récupération politique, encore une fois, pour dénoncer l'insécurité dans ce quartier défavorisé. On va demander évidemment des renforts de police supplémentaires. On va annoncer qu'effectivement, on va tout faire pour protéger ces vieilles dames de façon à ce que cette litanie de morts n'augmente pas. Il ne suffit pas d'aller s'incliner devant les victimes de ces faits abominables ou de prononcer des discours qui ne rassurent plus personne. La population parisienne attend du gouvernement des actes. Et effectivement, on a commencé à se préoccuper du sort de ces pauvres malheureuses. On leur a proposé de les accompagner au marché, on leur a proposé des systèmes de veille, on a tenté de les rassurer. Tout le monde était mobilisé, mais l'enquête n'avançait pas. On n'avait pas du tout les mêmes moyens que maintenant. Donc c'était très 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 difficile. Ils ont effectivement retrouvé une empreinte similaire, mais avec encore une fois ce problème majeur. Ils ne peuvent pas la mettre dans un fichier national comme il existe aujourd'hui. À l'époque, les inspecteurs doivent comparer de manière artisanale, pratiquement fiche par fiche. C'est un travail de fou. Et donc, à aucun moment, ces empreintes digitales ne vont parler et ne vont donc donner une identité. Parce qu'évidemment, ce qu'on cherche, c'est une identité.
on n'arrête personne. Donc, encore une fois, la psychose, elle va grandir, et d'autant plus que, sans explication, les crimes vont s'arrêter. On est en droit de s'interroger, que s'est-il passé? Est-ce que l'un ou les auteurs sont décédés? Est-ce qu'ils sont emprisonnés? Est-ce qu'ils ont quitté la région parisienne? On ne sait pas. Mais on est sur des charbons ardents en se disant, est-ce que ça va reprendre? Le tueur semble s'être volatilisé depuis plusieurs mois. Mais cela ne va pas durer. Tout reprend fin 85, début 86, avec quelque chose qui est évidemment très troublant, c'est que le scénario est le même en ce qui concerne l'assassinat des vieilles dames. En revanche, on n'est plus dans le 18e et on va être dans le 14e, on sera, je crois, aussi dans le 11e, dans le 12e. Janvier, début février, 7 agressions, puis plus rien. Et puis, subitement, en juin, ça recommence. 4. Et, chose importante, on constate que le mode opératoire ressemble, mais pas tout à fait le même. Les personnes sont découvertes, étouffées, étranglées, mais elles ne sont plus les pieds et mains liés. Par exemple, Madame Jurblum, c'est une dame qui est agressée dans le 11e arrondissement, rue Pelé. Bon, cette dame avait une particularité, c'est qu'elle était extrêmement maniaque. Tous ses couverts, les assiettes, étaient chaque assiette dans un sac plastique, dans son buffet. Toutes. Elle va finir avec un sac plastique sur la tête. On se dit que ce sont probablement le ou les mêmes auteurs, puisqu'on retrouve des empreintes digitales qui sont identiques, mais ils ont changé de quartier. Puis, début juillet, plus rien. Encore une fois, on a des empreintes, mais elles ne parlent pas. Il y a ces périodes où il ne se passe rien, donc on n'a pas d'explication. Septembre 87, rebelote. Alors cette fois, c'est essentiellement sur le 10e arrondissement. Mais cette fois, il est moins expéditif. Sur les 10 agressions, 6 des victimes vont s'en tirer. Et on va enfin avoir des témoignages fiables. Dans un cas au moins, la victime, par ses cris, alertera la voisine, qui elle-même alertera à ce moment-là la gardienne, et puis différentes personnes monteront à l'étage pour s'enquérir de ce qui se passait. Et alors là, l'auteur descend au courant, et le fils de la gardienne, en quelques secondes, c'est un garçon qui a une vingtaine d'années, individu, noir, 20-25 ans, coiffure à la Carl Lewis. Enfin, on avait une description qui ressemblait à quelque chose. À partir de ce moment-là, tous les services de police sont sur la dent. C'est à celui qui veut l'interpeller le premier. Hein. Donc l'étau commence à se refermer. Et puis, enfin, la chance va sourire aux enquêteurs. Madame, monsieur, bonjour. Un jeune homme soupçonné du meurtre de plusieurs vieilles dames a été arrêté hier par la police parisienne, Éric Tréguier. Celui qui avait mobilisé toutes les polices de la capitale a été reconnu grâce à un portrait robot diffusé depuis quelques jours. Francis Jacob avait justement ce rapport dans la poche. Sur les circonstances, le récit du commissaire. J'étais en train de converser avec des commerçants du quartier sur le trottoir à cet emplacement. Et lorsque l'individu en question s'est présenté à quelques mètres du groupe, bon, son signalement correspondant à celui diffusé, j'ai procédé à un contrôle d'identité. Et évidemment, très vite, la chose qui, à l'époque, s'impose comme étant absolument nécessaire, c'est de comparer les empreintes digitales. Cette fois, ça va matcher.
Thierry Paulin est formellement identifié comme étant un auteur de ces agressions. Thierry Paulin a 24 ans. C'est un garçon qui est en rupture avec sa famille. C'est une vie d'errance, scolarité pour ainsi dire inexistante. Thierry Paulin est né en Martinique. Son père l'a abandonné très vite. Son père a rejoint la métropole, Toulouse en l'occurrence. Et Monette, sa maman, c'est son surnom, n'est pas intéressée, elle est très jeune, elle l'a eu très jeune, l'éducation, ça l'intéresse pas. Et finalement, Thierry atterrit dans les bras de sa grand-mère, qui ne s'intéresse pas non plus à ce petit-fils. Et donc, très rapidement, en Martinique, Thierry il est livré à lui-même et il est livré classiquement aux fréquentations de rue, les petits voyous, etc. Il y avait effectivement des carences familiales. Je pense qu'il y a eu des souffrances que Thierry Paulin a endurées, c'est certain. Une fois qu'il a rejoint la métropole, il s'est dit que l'armée pouvait être un refuge intéressant. Là aussi, ça s'est pas très bien passé. Manque de peau, lors d'une permission à Toulouse, il a une altercation dans une supérette. Il maltraite une pauvre vieille déjà à l'époque. Ça se passe mal, il est dénoncé. Il revient effectivement dans son unité et on s'en débarrasse. Quand il arrive à Paris, il a été très vite tenté par le monde de la nuit. En fait, c'est un noceur, c'est un noctambule, c'est un fêtard. Thierry Paulin, je l'ai rencontré au Palace et il avait l'habitude d'avoir toujours la même table. Alexis Piernaudot, photographe et connaissance de Thierry Paulin. Toujours entouré d'une vingtaine, trentaine de personnes qui étaient là, qui faisaient la fête avec lui. Et on était 4-5 photographes à l'époque à tourner dans les boîtes. Et on se demandait tous un peu qui c'était, ce type. Et un jour, il m'a accosté, il est venu me voir et il m'a demandé si ça m'intéressait de venir à sa table, boire un verre, de le prendre en photo. Et donc j'y suis allé, on a sympathisé, puis on est devenus plus ou moins copains. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Charlotte Durand. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.